Nous sommes de retour dans le studio d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui pose la question aujourd'hui sur le respect des droits de l'homme et de la femme sur le continent. Et chers téléspectateurs, vous n'êtes pas sur ce plateau, mais vous êtes présents dans cette émission pour nous envoyer vos réactions à travers différents canaux. D'abord, UA2016@africa24 tv.com, l'adresse qui s'affiche au bas de votre écran. Et pour vous, amoureux des réseaux sociaux, c'est #Africa24. Nous revenons sur ce plateau pour dire que la configuration n'a pas changé. Nous sommes toujours avec M. Abdel Nasser Garboua, qui est directeur général des droits de l'homme du Tchad. Également, Mme Francine Mouyumba, qui est présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, qui vient de la RD Congo. Et M. Damien Mouzou, qui est fondateur de Aïna Tintan, qui vient du Bénin. Merci d'être toujours en notre compagnie. Donc, avant de marquer la pause, je posais la question de savoir le fait d'accompagner la jeune fille jusqu'à la porte du secondaire, est-ce que c'est suffisant? Ne faudrait-il pas, parce qu'on voudrait quand même que les filles connaissent leurs droits afin de pouvoir les réclamer, de pouvoir les faire respecter désormais, donc il faudrait qu'elles soient suffisamment instruites. Mais quand on voit les disparités qu'il y a sur le continent, est-ce que le fait, M. Mouzou, est-ce que le fait d'accompagner les jeunes filles jusqu'à la porte du secondaire, est-ce que c'est suffisant? Non, l'éducation primaire et que nous offrons gratuitement dans ce continent à nos peuples et puis aujourd'hui aux jeunes filles n'est pas suffisant. Je ne sais pas combien de boulots auxquels la femme peut postuler avec le bac aujourd'hui. Donc déjà, ce n'est pas évident. Donc il faudrait penser la question en termes de pousser la femme à aller jusqu'à avoir du doctorat. Moi, j'ai fréquenté avec des filles qui ont eu leur doctorat à 22 ans. Et ça, aujourd'hui, c'est des choses qui prouvent que la femme peut prendre référence dessus. Et si on peut pousser les bouts pour qu'il y ait cette forme d'éducation de la femme assez accentuée, accompagnée non seulement au niveau des États, mais les familles aussi qui doivent savoir limiter les naissances et s'occuper, prendre leurs responsabilités pour que les enfants puissent aller à l'école. Et l'autre aspect de la chose qui me tient à cœur, c'est surtout le problème de la qualité d'éducation. Aujourd'hui, ce n'est pas avoir le doctorat ou avoir l'agrégation qui compte, mais la qualité de votre formation compte. C'est pourquoi on a tendance aujourd'hui, quand quelqu'un se présente, il dit « j'ai fait Yale », même si c'est ou bien Harvard ou bien des écoles à citer, même si c'est juste un billet qu'il fait, parfois il est même plus respecté que les nôtres qui disent « je suis docteur ». Et sur ce plan, je pense qu'il faut revoir aussi la question dans le sens de la qualité de l'éducation que nous offrons. Il ne suffit pas de rendre l'éducation gratuite, comme on le dit, partout dans le continent. Il faut que tout le monde ait accès gratuit à l'éducation, mais il faudrait aussi qu'on arrive à avoir la qualité de la formation. Et cette qualité implique des moyens. Si l'État peut en mettre, tant mieux, mais aussi, les peuples aussi n'ont qu'à comprendre que l'éducation, c'est un investissement, ce n'est pas un coût. Et même s'il faut faire des prêts que nous faisons pour acheter nos maisons, pour acheter des voitures, pour que l'enfant aille à l'école, je pense que c'est des mesures qui peuvent, venant en Afrique, nous amener quand même à comprendre, à prendre notre destin en main, et surtout la femme aujourd'hui que nous sommes en train de promouvoir. Madame Mouyumba, quand on regarde le nombre de foyers de tension qu'il y a sur le continent, on se demande, est-ce qu'on peut faire la promotion des droits de l'homme dans ces conditions-là? Parce que les premières victimes de ces foyers de tension, de ces crises, de ces guerres, de ces conflits, c'est d'abord la femme et l'enfant. Et dans ces conditions, quels droits de l'homme on peut promouvoir? Et on voit, effectivement, il y a des personnes qu'on arrête, pour qui on ne respecte rien, on bafoue leurs droits, et ainsi de suite. Évidemment, dans une situation de conflit, très difficile de faire la part des choses. Alors tout d'abord, avant d'arriver à votre question sur le droit de l'homme, permettez-moi d'abord de revenir sur le droit des femmes, surtout quand on parlait des mariages précoces, parce qu'il y a une campagne qui est en train de passer au niveau du continent, au niveau de l'Union africaine et aussi dans plusieurs États, avec le jeune fille qui est une campagne de dire que voilà, nous donnons un carton rouge au mariage précoce. Donc carton rouge au mariage précoce. Donc cela veut dire que les jeunes femmes qui sont en train de militer, qui sont en train de mener cette campagne, cherchent à ce que le continent puisse voir comment, qu'il y ait quand même des mesures sévères pour contrer un peu ces fléaux.
Donc, chez moi, en République démocratique du Congo, il y a des jeunes filles qui étaient venues me voir, il y a cela et moi, sur cette question, surtout des mariages précoces. J'avais accepté de les accompagner, voir comment nous pouvons travailler ensemble. Le président de la République, à un certain moment, avait nommé une représentante de la lutte contre la violence faite aux femmes. Et aujourd'hui, le pays est en train d'améliorer sur cette question. Pour revenir sur votre question sur le droit de l'homme, je pense que, mon frère, l'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses réalités et ça dépend de quel droit de l'homme dont nous parlons. En Afrique d'abord. Et est-ce que c'est le droit de l'homme qui tient compte des réalités du continent? C'est quelle sorte de droit de l'homme? Je n'ai pas ici dire que je suis pour l'incarcération, surtout des jeunes, de violence des droits de l'homme, mais plutôt dire que nous devons avoir le droit de l'homme qui est un peu plus panafricain. Un droit de l'homme qui tient en compte les réalités de l'Afrique. Est-ce que les droits de l'homme à Kinshasa, à Malabo, c'est les droits de l'homme à Paris? Je vais vous donner un exemple de réalité des droits de l'homme qui tiennent compte des réalités africaines. Le droit de l'homme à Washington, c'est les droits de l'homme à Maputo. Est-ce que le droit de l'homme, par exemple, à Caïro, c'est les droits de l'homme, je ne sais pas, en Australie? Donc vous voulez dire que les réalités diffèrent d'un pays à l'autre? Il y a des réalités. L'Afrique a ses réalités. L'Afrique a ses traditions. Mais je n'encourage pas que nous puissions violer les droits de l'homme, mais plutôt nous devons savoir comment gérer certaines choses en Afrique. Je vais vous donner un exemple précis par rapport aux réalités africaines. Les réalités africaines en matière de droits de l'homme aussi, c'est la mutilation génitale de la petite fille. Est-ce que en matière de droit, il faut faire la promotion de cela ou bien il faut dire non, nous sommes en Afrique, voilà ce qui se fait par la tradition, que la mutilation génitale, c'est dans la culture de certains peuples. Est-ce que pendant qu'on dit non, il faut combattre cela parce que ça n'aide pas la jeune fille, est-ce qu'on est toujours africaine quand on fait cela? Être africaine, ce n'est pas cela veut dire qu'il faut aussi faire tout ce qui est mauvais. Entre autres. Moi, je pense qu'il y a quand même des avancées significatives parce qu'on ne peut pas du tout dire qu'en Afrique, c'est là où on ne respecte pas les droits de l'homme à 100%. Il y a des pays qui sont quand même en train de fournir quelques efforts, à mon humble avis. Et aujourd'hui, il y a quand même des avancées que nous sommes en train de voir au niveau de l'Afrique. Mais nous avons encore beaucoup à faire à ce qui concerne cette question des droits de l'homme au niveau de nos États. Bien sûr qu'il faut des volontés politiques pour faire face à tous ces problèmes, surtout avec nos conflits au niveau des États. Aujourd'hui, nous avons la situation du Soudan du Sud aussi. Dans quelques jours, il y a des violences encore qui se réveillent. Et ce sont les femmes qui sont en train d'être victimes en majorité et les jeunes. Donc, il faut une volonté politique qui nous permettrait également à respecter, bien sûr, le droit de l'homme et protéger toutes les femmes, surtout dans les conflits, les femmes qui sont exposées aux violences sexuelles surtout. Et moi, je pense que être africain, ce n'est pas cela veut dire avoir toutes les mauvaises choses, ou être africain, cela veut dire qu'il faut violer les droits de l'homme parce que nous avons nos réalités. Pas du tout. Nous allons prendre quelques réactions de téléspectateurs. Monsieur Emazim Ombe-Mbassigui, posons tout d'abord la question de savoir quels droits de l'homme doit-on promouvoir en Afrique? Parce que trop de confusion dans ce domaine tend à dénaturer certaines valeurs traditionnelles du continent. Tout nous est permis, mais tout ne nous est pas utile. Quand nous parlons de droits de l'homme, il y a beaucoup d'aspects que nous mettons là-dedans. On parle de la liberté de la presse, par exemple. C'est un droit de l'homme. Le fait de ne pas avoir de prisonniers politiques dans les pays, le fait que les gens soient libres de pouvoir s'exprimer, c'est un droit de l'homme comme de la femme. Alors, M. Gaboua, parlez-nous un peu de la situation au Tchad. Est-ce qu'il y a des prisonniers politiques aujourd'hui? Ah non, absolument pas. Ça, c'est une évidence. Il ne peut pas y avoir de prisonniers politiques aujourd'hui. Il n'y a personne qui soit dans une prison du Tchad de par ses prises de position. Écoutez, il y a une différence. Oui. Quelqu'un qui est un prisonnier politique, parce qu'il a parlé, il a dit une chose
différent du régime, non, je ne crois pas. Maintenant, il y a quelques temps, de temps en temps, il y a des personnes qui prennent des libertés parce qu'il faudrait qu'on se dise, il y a un cadre légal. Un État a ses principes, un État a ses lois. Et ces lois doivent être respectées par tout le monde. Donc quand une personne, sous la bannière de, je ne sais pas, de politique ou de la société civile, va à l'encontre de ces lois, il y a un problème. Parce qu'il y a un cas quand même au Tchad récemment qui a défrayé la chronique, juste avant les élections présidentielles, les associations de la société civile qui ont voulu manifester, ils ont juste émis la volonté de manifester, ils ne l'ont même pas encore fait, je viens faire là parce que je savais que vous allez venir sur cette question. Je vous voyais venir, comme quelqu'un disait. Alors, je vais vous dire une chose. Oui. Quand vous êtes une association de la société civile, oui. vous êtes régi par une loi. Vous êtes une association, par exemple, de défense des droits des femmes. Et puis, un bon matin, vous vous levez, vous dites que le candidat tel ne peut pas se représenter alors que la loi le lui permet. Est-ce que vous n'êtes pas contre ce que vous êtes en train de faire? Si on vous arrête parce que vous êtes en train de défendre les femmes telles qu'on vous a donné l'autorisation, ça ne pose pas de problème. Mais si vous vous soulevez... Il y a une question d'interprétation des tests par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Parce que beaucoup de personnes n'ont pas la même lecture que ce que vous êtes en train de dire. Non, ce n'est pas ça. C'est-à-dire que, est-ce qu'on va aller contre la loi pour essayer de défendre les droits de l'homme? Non. Parce que la loi dit que pour être candidat au Tchad, il faudrait que tu remplir telle condition. Et même les partis politiques sont tous d'accord parce que tous ont porté leur candidature, sont allés à la compétition pendant que le parti politique s'est trouvé en train de battre campagne. Quelques associations de la société civile, pas toutes les associations, quelques associations de la société civile, malheureusement, se permettent de dire qu'elles ne sont pas d'accord avec la candidature d'un tel. Alors là, elles ont outrepassé leur rôle. Elles ont juste dit qu'elles ne veulent pas de la candidature de telle personne. Oui, c'est rien ce que j'ai dit. Non, et cela a nécessité combien de temps de prison? Non, mais quand cela va jusqu'à aller troubler l'ordre public en marchant, il y a un problème. Mais ils ne sont pas passés à l'étape de la marche, justement. Ils ont émis l'intention de pouvoir marcher. Non, ils n'ont pas encore commencé à marcher. Non, parce qu'on les a arrêtés. Attends. Oui. Alors, moi, je voudrais d'abord revenir en arrière, parce que vous avez soulevé un certain nombre de choses par rapport à l'éducation des femmes, par rapport à la sécurité, donc droits de l'homme et conflits. Je voudrais vous dire que, par exemple, parce qu'on était en train de parler des initiatives en Afrique pour aider les jeunes filles à aller de l'avant. Par exemple, au Tchad, la première dame a mis en place une bourse pour les jeunes filles qui obtiennent leur bac, surtout les bacs scientifiques. Elles ont une bourse. D'autres... merveilleuse idée, hein? Voilà. D'autres, par exemple, les meilleurs élèves qui ont obtenu leur bac également ont leur bourse, ainsi de suite. Donc, c'est pour aider les filles à aller un peu plus loin dans leurs études. Ça, ce sont des initiatives à saluer. Maintenant, en 2010, à la suite de la déclaration donc, de Kigali de 2010, sous l'égide des Nations Unies, l'Afrique a organisé 5 assemblées générales pour, entre la sécurité, donc l'implication des responsables de sécurité dans les violences, dans pour mettre fin à la violence faite aux femmes. Et là, actuellement, je pense en mars dernier, à Alger, ces différents chefs de police de l'Afrique se sont retrouvés et ont fait une déclaration commune qui a été soumise lors de cette assemblée, lors de cette conférence de chefs d'État sous le nom de déclaration d'Alger. Et cette déclaration engage les responsables de sécurité pour qu'ils puissent lutter contre la violence faite aux femmes à tous les niveaux. En tout cas, ils ont fait une déclaration. Est-ce que dans le quotidien, ils le mettent en application? Je ne suis pas très sûr. Non, moi je vous dis, c'est-à-dire qu'il faudrait d'abord avancer sur les textes. Pour les organisations de la société civile, quand on leur donne les textes, cela leur donne un moyen légal pour essayer maintenant, et même pour les femmes au-delà de la société civile, quand ils ont les textes, c'est un élément légal, et sur la base de ces éléments légaux, ils peuvent donc réclamer un certain nombre de droits. En tout cas, l'Afrique a les meilleurs tests qui soient, c'est l'application de ces tests-là qui pose toujours un problème. Monsieur Mouzou, mais bien entendu, les observateurs sont moi, je m'occupe des textes, je m'occupe de mettre les textes, comment on appelle, je mets les textes en place. D'abord, et maintenant, les gens qui vont mettre en application les textes sont ailleurs. Mais le plus important, c'est d'abord mettre les textes en place. Dès que les textes sont là, maintenant la mise en application, c'est une affaire de tout le monde.
Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Monsieur Mouzou, on parlait des tests et parlons un peu du protocole de Maputo, justement, qui quand même a un arsenal juridique pour pouvoir faire la promotion des droits de l'homme et de la femme. Mais certains États, jusqu'à aujourd'hui, ne l'ont pas signé. Oui. Vous comprenez cela? Oui, oui. En fait, cette question de droits de l'homme, je pense qu'il faut d'abord partir de l'exercice. Et c'est là même que le vrai problème se pose. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que le droit s'applique selon celui qui est là, qui l'applique en ce moment-là. Et quand c'est comme ça, on ne peut pas éviter les conflits à long terme. Donc, tant que ce serait des poches où chacun essaie de voir ce qui m'arrange, d'être sélectif dans l'application du droit, on aura toujours à faire face à des difficultés dans le continent. Donc aujourd'hui, vous allez comprendre, quand vous faites un peu le tour du continent, que quand chaque bord, un bord peut-être partisan se retrouve à un niveau et que c'est leurs bouches qui sont remplies en ce moment, eux, les droits de l'homme ne posent plus problème. Même si eux, ils briment, c'est comme si c'est juste parce que c'est nous qui sommes là. Et cette question qui fuse, ça fait que ça ne garantit pas notre paix durable. Et donc, je pense que c'est des questions qu'il faut revoir. Il faut dépassionner le débat aujourd'hui. Parce que quand vous écoutez chacun et l'autre, c'est selon dans quel plat ils mangent qu'ils raisonnent. Et comme ça, quand on dit même cette question des ICC et tout ce qui vient sur nous, je pense qu'aujourd'hui, il faut être réaliste. Il ne faut pas rester là à défendre le droit parce que ça me protège aujourd'hui. Mais est-ce que ça va protéger les générations futures? Pour combien de décennies, pour combien de siècles? Il faudrait vraiment qu'on se statue là-dessus. Et sur cet aspect, les pays qui refusent, ils ont leurs raisons. Donc, comme je l'ai dit, le droit devient un outil de répression finalement. Madame Ayomba, dans nos pays, quand on fait les statistiques, on voit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Donc, normalement, quand on va à un vote, c'est ce que les femmes veulent qui devrait passer. Mais comment se fait-il que les femmes se font avoir chaque fois un peu comme si elles étaient minoritaires? Et pourtant, quand il s'agit d'élections, les femmes aussi ont le droit d'aller au vote. De nombreuses femmes sont candidates aux différentes élections dans nos pays, mais les femmes elles-mêmes ne votent pas pour elles. Est-ce à dire que la femme ne croit pas à la femme? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous parce qu'il y a les femmes quand même qui accompagnent d'autres femmes. J'aimerais d'abord revenir sur la question des droits de l'homme. Il y a des États africains qui sont en train de se plaindre à cause de l'ingérence. Par exemple, aujourd'hui, l'ingérence, il y a ceux qui se sentent un peu menacés par les injonctions qui leur tombent sur leurs États et faire les choses selon les injonctions. Et pourtant, qu'avec un esprit un peu panafricain, je pense que les États africains ont également leur indépendance et la souveraineté de leurs États à gérer la destinée de leurs États. Alors, quand on parle de droits de l'homme aujourd'hui, on utilise le droit de l'homme pour encore de plus en plus mettre un peu le bâton dans les roues de certains dirigeants africains. Et avec ça, l'Afrique se sent un peu menacée. Au moment où il faut... qu'on accuse à tort certains dirigeants sur le continent? On n'accuse pas, et je ne suis pas sur ce plateau pour défendre les dirigeants ou n'importe quel dirigeant, mais je suis sur ce plateau pour vous dire que les États africains ont leur droit de protéger leur souveraineté et défendre les intérêts de leur peuple. Mais dès qu'on parle de souveraineté, c'est un fourre-tout. On y met beaucoup de choses et tout échappe à tout le monde. On ne peut pas parler de souveraineté, ça a des avancées significatives sur le plan économique, sur le plan social. Pour protéger la souveraineté, il faut qu'on soit fort sur tout le plan. Sur le plan militaire, sur le plan économique, nous devons s'imposer, nous devons construire nos États, nous devons développer, nous devons être en mesure de faire face à des problèmes que nous avons sur le plan sécuritaire surtout, parce qu'on ne peut pas se dire que nous voulons bien sûr l'indépendance, nous voulons protéger la souveraineté si nous ne sommes pas en mesure d'avoir une armée, par exemple, africaine qui est forte, qui peut défendre les intérêts des Africains quand les Africains traversent des moments très difficiles. Nous ne pouvons pas attendre à ce que
les solutions nous tombent d'ailleurs. Et c'est pour cela que même pendant ces sommets de chefs d'État, l'Afrique a dit voilà, nous ne voulons plus avoir une Union africaine que nous ne finançons pas à 100%. Nous devons financer l'Union africaine pour permettre à cette organisation de bien fonctionner et de permettre à cette organisation de défendre les intérêts du continent. Donc c'est inacceptable de voir que les États ne sont pas en mesure de contribuer comme il faut pour permettre à cette organisation de défendre sa souveraineté et surtout les États africains avec les droits de l'homme dont vous venez de dire tout à l'heure. Monsieur Gaboura, on a une petite minute. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord avec Mme Mayomba par rapport à l'immixtion que certains font dans les États en foulant aux pieds leur souveraineté? Est-ce que ça existe réellement et sur le plan des droits de l'homme en disant bon, ils ne respectent pas les droits de l'homme, par conséquent, il faut leur mettre la pression, il faudrait les vilipender. Est-ce que cela existe réellement? Mais écoutez, la tentation donc de dicter sa loi à autrui, c'est naturel. Ça existe pour tout le monde. Mais maintenant, il faudrait que la personne en face puisse être en mesure de contrer cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les États africains ne disent jamais aux États-Unis stop, parce que vous êtes en train de massacrer les Noirs dans vos rues. Vos policiers sont en train d'attenter aux droits de l'homme en massacrant les Noirs. Votre État est en train de tuer pendant des années par la peine de mort, où ce sont les Noirs qui sont systématiquement traduits. Et on se rend compte 50 ans, 60 ans plus tard qu'on a condamné des innocents. Ça, les États africains ne leur disent pas d'arrêter. Pourtant, eux, en contrepartie, ils disent aux États africains, vous avez fait ceci, vous avez fait cela. Donc, il faudrait qu'il y ait des respects en ces matières. Mais ceci ne doit pas dédouaner non plus les États africains. La dernière fois que nous avons assisté au rapport donc, de la Commission africaine des droits de l'homme sur donc, ces activités. Il y a des États qui ont émis un certain nombre qui n'étaient pas d'accord. Et le président donc, de la séance donc, du COREP, qui est l'ambassadeur du Tchad, je dirais même l'excellent ambassadeur du Tchad, a mis tout le monde à sa place. Il a dit non, la Commission fait son rapport sur son point de vue, c'est qu'elle a constaté. Et si chaque fois que la Commission fait des rapports et que les États amendent, ça n'a plus de sens. Donc il faudrait plutôt que tout le monde suive le rapport de la Commission et se mette en mesure d'appliquer cela ou bien de corriger les tirs prochainement. Et finalement, c'est l'opinion du président du COREP qui est passée. Donc c'est pour vous dire simplement qu'aujourd'hui, les États africains doivent s'approprier eux-mêmes le respect des droits de l'homme, comme on le fait dans nos États normalement. C'est-à-dire aujourd'hui au Tchad, chaque fois que nous posons un problème de droits de l'homme, même s'il y a de petits balbutiements, au bout de compte, c'est ce droit-là qui est respecté. Donc, comme elle l'a dit, l'Afrique a ses réalités. Nous avons de problèmes qu'on rencontre à gauche et à droite, mais le plus important, c'est la volonté politique derrière. Et cette volonté, il faudrait que chaque chef d'État puisse se l'approprier. Et nous, à notre niveau, je pense, moi personnellement, je pourrais dire que je suis un directeur général des droits de l'homme qui est heureux, parce que chaque fois que nous soumettons un certain nombre de choses, la hiérarchie nous suit. Et ça, je pense que tous les États africains doivent Vous devez être une exception sur le continent. Hein, non, ça évolue, ça évolue. Non, ça évolue. Je pense qu'il faudrait se dire, il faudrait savoir que ça évolue. Et ceci est visible même dans la volonté de tous les États de mettre en conformité leur Commission nationale des droits de l'homme à l'exigence, donc au principe de Paris. Donc moi, je suis vraiment très optimiste. Merci beaucoup. Le temps d'une escale, on va faire un clin d'œil à nos annonceurs. Chers téléspectateurs, ne partez pas. On vous retrouve dans quelques instants.